Salut bande de gens, aujourd'hui on va enfin s'intéresser à une femme, une des plus grandes scientifiques de l'histoire, une femme qui normalement, si je vous dis pensez à une femme scientifique, le premier nom qui vous vient en tête, eh ben c'est son nom. Alors oui, peut-être que si je vous demande, vous allez me dire un autre nom, peut-être que c'est juste pour me troller ou pour montrer que vous en savez plus que tout le monde ou simplement pour pas répondre comme tout le monde. Mais le fait est que, quand on vous dit femme scientifique, il y a un nom et un seul qui vous pop dans la tête. Et ce nom, c'est Marie Curie. Maria Salomea Skłodowska est née à Varsovie le 7 novembre 1867 en Pologne. Et alors juste histoire qu'on soit un petit peu clair, la Pologne en 1867, ça ressemble à quoi? Alors excuse-moi, hein, mais bon, s'il faut parler histoire, je suis là. Hein. Donc entre 1863 et 1864 a eu lieu un épisode qu'on appelle l'insurrection de janvier, parce qu'elle a commencé en janvier 1863. Ou on l'appelle aussi plus simplement l'insurrection polonaise, parce qu'elle a eu lieu en Pologne. Eh oui. La Pologne, à cette époque, c'est un territoire et une population avec son histoire, sa culture polonaise, mais qui fait partie de l'Empire russe depuis le Congrès de Vienne de 1815, lorsque les grands vainqueurs de Napoléon Ier, Russie, Autriche, Prusse notamment, redessinent les frontières de l'Europe. En Pologne, qui dispose d'une autonomie très relative, les libertés sont rapidement restreintes. L'administration russe devient répressive, des tensions exacerbées par une première tentative de soulèvement en 1830. Un échec. 34 ans plus tard, la volonté était là, l'idée était belle, mais ça va tout de même foirer. Et cette nouvelle insurrection est défaite en 1864, avec une conséquence qui va nous intéresser dans cet épisode. Car la Russie va mettre en place une répression impitoyable qui fait des milliers de victimes, et environ 80 000 Polonais sont déportés en Sibérie. De plus, l'autonomie de la Pologne est abolie et son territoire est incorporé directement dans l'administration russe, qui intensifie les politiques de russification. Et la russification, notamment, ça signifie interdire à l'école d'apprendre le polonais, obliger l'apprentissage du russe. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace pour détruire la volonté d'indépendance d'un peuple que de détruire sa culture, et en tout cas la transmission de sa culture. Ah, c'était deep, hein. Et alors attention, pas de blague de cul ou de je sais pas quoi, hein. Là, direct, on tape dans le dur. Titre ? Donc, lorsque Marie Skłodowska vient au monde, c'est dans une Pologne qui vit sous répression russe. Sa mère est institutrice et son père est professeur de maths et de physique. Et Marie est âgée seulement de 10 ans lorsque sa mère décède, terrassée par la tuberculose. Alors Marie se concentre sur ses études, et vous allez voir que c'est une constante chez elle, elle réussit ses études. Mais attention, pas juste, ouais, elle réussit ses études, genre. Elle cartonne sa mère. Non, pas sa mère, s'il te plaît. Elle cartonne sa race. Ouais, si tu veux. Elle cartonne donc la race de sa grand-mère, elle a la note maximale, parce que voilà, et donc elle finit ses études secondaires en 1883, donc à l'âge de 15 ans, presque 16, avec une médaille d'or. Je savais même pas qu'il y avait des médailles, mais ok. Et là, il y a deux choses qu'il va falloir voir plus ou moins en parallèle. La première, c'est qu'elle rejoint l'université volante, et la deuxième, c'est qu'elle souhaite faire des études supérieures. Alors, on va parler de l'université volante, mais juste pour que vous sachiez, à l'époque, les études supérieures sont interdites aux femmes en Pologne. Voilà, mais on va y venir. Et alors, l'université volante, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une université clandestine qui est mise en place en Pologne pour éduquer les Polonais contre la russification du pays. Et comme la Russie a fait fermer un paquet d'universités polonaises, les professeurs de ces universités se retrouvent donc au chômage, ce qui fait que dans l'université volante, le niveau d'enseignement est très très quali. Voilà, et donc les cours ont lieu dans les appartements, soit des élèves, soit des professeurs, enfin ça change tout le temps, d'où le nom d'université volante. Et un autre point essentiel est que l'université volante accepte les femmes, qui peuvent alors suivre des études supérieures en sciences sociales, en histoire, ainsi qu'en philologie. Et la philologie, c'est l'étude historique d'une langue par l'analyse de ses textes. À l'époque, dans les écoles polonaises, on enseigne le russe, le polonais est interdit. D'où l'intérêt d'une telle discipline. En 1891, Bronia, la grande sœur de Marie, part pour Paris pour y effectuer des études de médecine. À cette époque, les facultés de médecine en France acceptent les femmes, mais la quasi-totalité des étudiantes sont étrangères. Parce que c'est pas du tout dans les mœurs du pays encore l'idée d'avoir un médecin femme. Alors que Dr Queen, femme médecin, c'est une histoire qui se passe en 1867. Soit l'année de naissance de Marie Curie.
Voilà, c'était juste pour donner un peu de contexte. Donc en 1891, Bronia part pour la France et c'est l'occasion pour Marie, donc sa petite sœur, donc Marie Skłodowska, de l'accompagner et de partir vers la capitale française, enfin Paris, quoi. Elle va être hébergée par sa sœur, hein, juste à côté de la gare du Nord, et elle va s'inscrire au cours de physique de la Faculté des Sciences de Paris. Et on va parler 2 secondes de la Faculté des Sciences de Paris, ça va être l'occasion de vous montrer 2-3 trucs, voilà, petite parenthèse. La Faculté des Sciences de Paris est créée en 1811, parce que jusqu'alors, les études supérieures n'incluent pas de cursus scientifique. Je veux dire, à l'Université de Paris, les cours de physique sont un complément aux cours de philosophie de dernière année de maîtrise de la Faculté des Arts de Paris. Ok ? Alors certes, hein, voilà, ok, ça sert un petit peu à ceux qui souhaitent devenir médecin, mais à l'époque, le cursus noble en France, ce sont les arts et les lettres. Louis le Grand existe déjà, hein, mais l'enseignement qu'on y suit ne s'inscrit pas dans un cursus classique. Il existait un corpus d'enseignement scientifique au Collège Royal avec, oui, de l'astronomie, de la biologie, de la botanique, de la chimie, etc. Et il existait un enseignement scientifique technique à Mines-Ponts, l'école des mines et l'école des ponts et chaussées. Et juste avant la création de la Faculté des Sciences de Paris, hein, lorsqu'une espèce de proto-université est créée en 1809, alors là, oui, il va y avoir vraiment de l'enseignement scientifique dans le cursus classique. Astronomie, physique, chimie, botanique, géologie, là tout y passe. Là, ça donne à fond. Et c'est dans ce contexte qu'est fondée l'Université scientifique de Paris. Voilà. Donc là, j'ai zappé tout un paquet de trucs, notamment la partie impériale qui est assez marrante. Donc voilà, renseignez-vous sur le sujet. Là, je vais pas en parler plus parce que c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo, mais renseignez-vous, vous allez voir, c'est assez marrant de voir comment les trucs sont arrivés. Donc, Maria Skłodowska s'inscrit en physique à l'Université scientifique de Paris. Elle a pour prof de physique Gabriel Lippmann et comme prof de mathématiques Paul Painlevé. Vous savez quoi? Comme il y a strictement, absolument zéro chance que je fasse un jour la preuve par vieux sur Gabriel Lippmann, eh ben prenons 2 minutes pour parler de Gabriel Lippmann. Gabriel Lippmann, déjà, il est élu membre de l'Académie des Sciences en 1886. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il était en lice pour cette place avec Henri Becquerel. Et que c'est lui qui a gagné. Oui, c'est une élection. Il a bossé dans tout un tas de domaines, mais celui dont on va parler, c'est la photographie. Et plus particulièrement la photographie en couleur. Alors, vous vous rappelez, j'ai déjà dit que Maxwell était à l'origine de la photographie en couleur, qu'il avait fait la première photographie en couleur. Le lien est dans la description. Mais si j'avais voulu être complet à ce moment-là, j'aurais dit que Maxwell était à l'origine de la photographie en couleur par décomposition trichromique. Séparer le bleu, le vert, le rouge, pour les recomposer ensuite un peu de la même manière que l'œil voit les couleurs, en fait. Eh bien, Gabriel Lippmann est à l'origine d'un procédé un peu différent et qui s'appelle le procédé Lippmann. Il s'agit de photographie interférentielle qui enregistre l'ensemble du spectre de couleurs sans décomposition du bleu, du vert, du rouge, et qui reproduit les couleurs, donc sur la photo, sans ajouter de colorant. Dans la photographie classique jusque-là, vous photographiez 3 fois, une fois avec un filtre rouge, une fois un bleu, une fois un vert, et ensuite, vous prenez vos 3 clichés et vous les superposez en les teintant chacun en rouge, en vert, en bleu. Et le total, ça vous donne une image. Là, c'est pas le cas. Là, vous fixez l'ensemble du spectre visible. Précisons que ce procédé est de fait une validation expérimentale de la nature ondulatoire de la lumière. Ce qui vaudra à Gabriel Lippmann un prix Nobel en 1908. Il reçoit le prix pour sa méthode de reproduction des couleurs en photographie basée sur le phénomène d'interférence. Ouais, quand vous entendez interférence, pensez phénomène ondulatoire. On aura l'occasion d'en reparler, ou on en a déjà parlé, hein, je sais pas dans quel ordre sortent les vidéos, quand on parlera des fentes de Young. Bon, Marie passe sa licence de physique, elle sort évidemment major de sa promo. Alors, je vais pas le préciser à chaque fois, mais d'une manière générale, quand Marie fait un truc, soit elle est absolument la meilleure, et si c'est pas le cas, c'est qu'elle est la 2e et qu'elle était fatiguée ou qu'elle s'en foutait. Voilà, il n'y a pas photo. Elle obtient une bourse suite à cette obtention de licence en physique, ce qui lui permet de poursuivre ses études afin d'entamer une licence de mathématiques. Et oui, là, elle arrivera 2e de sa promo. Oui. Parce que les maths, c'est son point faible. Et maths, la taille des guillemets, quoi. Bon, donc ça fait maintenant 3 ans qu'elle est en France, elle a dans la poche une licence de physique et une licence de mathématiques, et justement, pendant qu'elle finit sa licence de mathématiques, donc on est en 1894, elle travaille dans le laboratoire de recherche de Lippmann, et travaille sur le magnétisme. Et elle va rencontrer un gars qui est chef des travaux de physique à l'école municipale de physique et chimie industrielle,
travaillait également sur le magnétisme, et ils vont commencer à travailler ensemble. Et ce gars, eh ben, c'est Pierre Curie. Ils vont, comme beaucoup d'étudiants de leur âge, se pécho, mais voilà, en 1895, Maria Skłodowska repart pour Varsovie, en Pologne. Son but, clairement, là, en retournant en Pologne, c'est d'une part d'y enseigner les sciences et de participer à l'émancipation de la Pologne, mais également d'enseigner les sciences aux femmes. Mais Pierre lui dit « Oh Marie, si tu savais... » Voilà, ça, c'est fait. Il lui dit « Allez, rentre sur Paris et viens, on se marie. » Marie. Et elle lui répond « C'est clair, Pierre !» Et elle rentre sur Paris et ils se marient en juillet 1895. Et à partir de maintenant, elle s'appellera Maria Skłodowska-Curie, ou plus simplement, Marie Curie. L'année d'après, elle attaque son agrég de maths. Elle arrive première, parce que bon. Et puis elle attaque son doctorat. Au moment où Marie attaque son doctorat, justement, on est en 1896, et là, ça peut être intéressant de donner un tout petit peu de contexte pour savoir où on en est. En 1895, Wilhelm Röntgen découvre les rayons X, et c'est un petit peu marrant parce que c'est un petit peu une sérendipité. La sérendipité, vous vous rappelez, hein, c'est quand on trouve un truc un peu par accident. C'est-à-dire, soit on trouve un truc qu'on cherchait pas, voilà. Oh, voilà. Soit on cherchait un truc et on a trouvé un autre truc. Ah, et truc important, pour qu'il y ait sérendipité, il faut qu'on comprenne ce qu'on a trouvé. Hein? Si vous laissez pourrir votre sandwich, ça suffit pas à découvrir la pénicilline. Bref, à l'époque, Röntgen, en gros, il étudie le passage de courant électrique à travers des gaz en basse pression, ce qui à l'époque est une expérience plutôt... Enfin, c'est dans l'air, hein, ce genre de truc. Mais le 8 novembre 1895, il fait son expérience alors que son tube de gaz est dans un carton noir, dans une chambre noire. Sauf qu'un des côtés du carton est recouvert de platinocyanure de barium, et que ce machin va se mettre un peu à briller. Ce qui va intriguer Röntgen, qui va du coup se mettre à faire plein d'expériences pour étudier ce phénomène. Et il va avoir l'idée notamment de mettre divers objets entre son tube et une plaque photographique. Et il va constater sur la plaque photographique qu'il va y avoir des trucs plus ou moins transparents en fonction des objets qu'il met entre. Et le 22 décembre 1895, il va faire ce que, sincèrement, n'importe qui aurait fait à sa place, on va être clair. Chérie, ouais, tu peux venir s'il te plaît? Ouais, voilà. Non, t'inquiète, viens pour 2 secondes, t'inquiète, voilà. Tu vois là le tube? Ouais, voilà. Et tu vois la plaque photographique, ouais. Est-ce que tu peux mettre ta main entre les deux? Non mais t'inquiète, ça craint rien, je sais ce que je fais, t'inquiète, voilà. Tu mets ta main entre les deux et puis tu bouges pas surtout. Hein. Et le reste, c'est l'histoire connue, hein. Il constate qu'il voit les os de la main de sa femme, il distingue la peau autour de ses os, l'alliance de sa femme autour d'un de ses doigts. Il a découvert un nouveau type de rayon, et comme il ne connaît strictement rien de ces rayons, il décide de les appeler les rayons X. Et donc en 1896, les rayons X, c'est un petit peu le truc à la mode, et donc un petit peu tous les doctorants se jettent dessus, si vous voulez. Mais en 1896, une autre sérendipité pointe son nez. Henri Becquerel, celui-là même qui avait été battu par Gabriel Lippmann aux élections pour rentrer à l'Académie des sciences, mais vous inquiétez pas, il a fini par y entrer en 1889, Henri Becquerel, donc, travaille sur la lumière. Son doctorat en 1888, c'était sur le sujet de l'absorption de la lumière. En 1896, donc voilà, Henri Becquerel, il fait ses travaux, il est content, voilà, et il bosse sur la fluorescence des sels d'uranium. Et là, il y a son pote Henri Poincaré, parce que le monde est tout petit, qui lui dit « Eh mais attends, ton expérience là, tu devrais checker s'il n'y a pas un lien peut-être avec ce machin avec des rayons X. Tu sais, le truc dont tout le monde parle et qui a été découvert par un mec dont le nom a beaucoup trop de consonnes qui se suivent. » Alors Becquerel va mettre des sels d'uranium à côté d'une plaque photographique, mais constate, sérendipité, que la plaque est impressionnée. Genre la plaque, elle dit « Bigre, quel sel !» Mais sans même avoir mis quoi que ce soit à la lumière du soleil. Un peu comme si les sels d'uranium émettaient eux-mêmes un rayonnement qui aurait impressionné la plaque. Émettait un rayonnement sans avoir besoin d'être excité par la lumière du soleil. Hein. C'est ça le truc important. Oui, parce que c'est ça normalement la fluorescence. Hein. La fluorescence, c'est vous balancez par exemple de la lumière du soleil sur un truc fluorescent, et ensuite quand vous enlevez la lumière du soleil, eh ben, ce truc restitue la lumière qu'il a emmagasinée. En gros. Eh ben là non. Là avant même d'exciter les sels d'uranium avec la lumière du soleil, boum, ils se mettent à impressionner la plaque.
Et Becquerel appelle ce phénomène hyperphosphorescence. Mais il aurait tout aussi bien pu l'appeler mégaphosphorescence, hein, ça aurait été exactement la même. Et annonce sa découverte le 2 mars 1896, soit quelques jours à peine avant l'annonce d'une découverte similaire à Londres par Sylvanus Thomson. Loser. Bilan, on connaît le nom de Becquerel et personne n'en a rien à branler de Sylvanus Thomson. C'est la vie. Donc, pour en finir avec le contexte, découverte des rayonnements de l'uranium, qu'on appelle à l'époque des rayonnements uraniques, parce qu'on est persuadé que c'est le seul élément qui est capable de tels rayonnements. Marie Curie se lance donc dans son doctorat, et plutôt que s'intéresser aux rayons X comme tout le monde, elle va s'intéresser aux rayons uraniques. Elle va rapidement découvrir qu'il y a au moins un autre élément qui est capable du même phénomène, c'est-à-dire le thorium, et donc c'en est fini du nom de rayonnement uranique, qui n'a plus vraiment de sens, et elle décide d'appeler ce phénomène radioactivité. C'est un rayonnement actif. L'élément émet activement un rayonnement. La radioactivité. Sur le principe, Marie Curie s'intéresse à ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Un rayonnement ionisant, c'est, comme son nom l'indique, un rayonnement qui, en traversant la matière, produit des ions. On va en parler un peu plus dans le détail par la suite, mais juste pour l'instant, dites-vous simplement que radioactivité égale rayonnement ionisant. Donc Marie met au point un protocole pour expérimenter sur les capacités ionisantes des sels d'uranium, et elle utilise pour ce faire un électromètre piézoélectrique conçu par son mari Pierre Curie et par le frère de celui-ci, Jacques Curie. Autant vous le dire de suite, les Curie dans la science, c'est comme les Bernoulli dans la science. Ils sont pleins, ils sont tous dedans, et ils ont tous fait des trucs de ouf. Voilà. Donc Marie étudie plein de matériaux et de sels contenant des sels d'uranium, et elle va démontrer que la quantité de rayonnement ne dépend que de la quantité d'uranium. Et ça va lui permettre de démontrer que ce rayonnement n'est pas le résultat d'une réaction chimique au sein du matériau, mais bien une propriété intrinsèque de ces sels d'uranium. Une propriété physique de l'atome d'uranium lui-même. Elle présente ses résultats à Gabriel Lippmann à l'Académie en 1898. Elle gagne pour ces travaux-là le prix, alors je ne sais pas si ça se prononce Gagné ou Gagner ou Gegner, je sais pas. En tout cas, elle gagne ce prix-là ainsi que les 4000 francs assortis. À noter que ce prix, elle le regagnera 2 ans plus tard en 1900. Et encore 2 ans plus tard en 1902. Mais donc en 1898, Pierre, son mari, lâche ses travaux sur la piézoélectricité pour travailler avec sa femme. Ensemble, ils font financer l'import de quelques tonnes de pechblende, ça pareil, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas, mais de pechblende en provenance de Bohême. Et alors le pechblende, on le connaît également sous le nom uraninite. C'est un minerai d'uranium. Bref, leur idée est de détecter tous les éléments qui, comme l'uranium, sont radioactifs. Alors il faut savoir que le raffinage, c'est une énorme tannée qui demande beaucoup de précision, et donc ils font ça dans un hangar qui est collé à leur atelier. Oui, ils ont été à proximité du matériel radioactif pendant pas mal de temps. On aura l'occasion de revenir dessus et de rappeler que c'était pas une bonne idée. Spoiler. Et en juillet 1898, le 18 juillet, Marie Curie annonce la découverte d'un nouvel élément radioactif, le polonium. 400 fois plus radioactif que l'uranium. Et bien sûr, ça s'appelle polonium en hommage au pays d'origine de Marie Curie, donc la Pologne. Je dirais évidemment. Et le 26 décembre 1898, nouvelle découverte, mais juste pour qu'on soit clair sur la façon dont le couple bosse sur les minéraux, voici ce que dit le chimiste allemand Wilhelm Oswald, après avoir visité les lieux. Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'y avais pas vu des appareils de chimie, j'aurais cru qu'on se moquait de moi. Il travaille sans chauffage, dans des conditions de merde, simplement porté par la volonté de découvrir des trucs. Et donc le 26 décembre, Marie Curie annonce la découverte d'un nouvel élément radioactif, 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. 1 million de fois. Un élément tellement radioactif qu'il est évident pour Marie que ça doit être son nom, en fait. Son nom doit notifier le fait que le truc est radioactif. Donc, pendant un temps, elle pense l'appeler radioactum, puis finalement, se résout à l'appeler simplement le radium. C'est plus... Et il faudra 4 ans à Marie Curie pour obtenir un décigramme de chlorure de radium, ce qui lui permettra de positionner l'élément dans le tableau périodique des éléments. Vous vous rappelez, Mendeleïev, tout ça? En juin 1903, donc l'année d'après, elle soutient sa thèse en sciences physiques, recherche sur les substances radioactives, et obtient la mention très honorable. En décembre de la même année, elle obtient avec son mari, ainsi qu'avec Henri Becquerel, le prix Nobel de physique, en reconnaissance de leur service rendu par leur recherche commune sur le phénomène des radiations découvert par le professeur Henri Becquerel. Et de 1. Inutile de vous dire qu'à l'époque, il y a beaucoup de personnes que ça a
gentiment saoulé, on va le dire comme ça, l'idée qu'une femme puisse obtenir non seulement un prix Nobel, mais qui plus est un prix Nobel de physique. Parce que, à l'époque du moins, comment dire, le prix Nobel de physique, c'est un peu le must des prix Nobel. Voilà. Enfin bref. Alors non pas enfin bref. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, l'Académie des sciences avait uniquement suggéré les noms de Henri Becquerel et Pierre Curie pour recevoir le Nobel. Et Pierre Curie, il en a entendu parler par quelqu'un de Stockholm, et puis il a poussé une énorme gueulante pour dire que c'était un scandale que sa femme soit pas nommée comme lauréate avec lui, quoi. Et juste qu'on soit clair, il a pas fait ça par amour pour elle. Enfin, sans doute aussi, mais je veux dire, il a surtout fait ça parce que ces découvertes en question, ce sont les siennes à elle. Ces découvertes, c'est elle. Merde! Dans les années qui suivent, Marie obtient divers prix et médailles parce que bien sûr. Ah oui, et j'ai oublié, en 1897, elle donne naissance à Irène, leur première fille, et en 1903 à Ève, leur seconde. Irène qui aura le prix Nobel de chimie en 1935. Hein? Ouais. Alors, je veux pas aller plus vite que la musique non plus, hein, mais juste, quand on est à une époque où c'est très compliqué pour une femme de faire des études supérieures, on se retrouve avec une femme qui va finir par avoir 2 prix Nobel, et dont la fille va en avoir un également, on se dit que c'est quand même une famille un peu particulière. Suite à l'obtention du Nobel, Pierre est nommé à la tête d'une nouvelle chaire de physique à la Faculté des sciences de l'Université de Paris, fait construire un laboratoire dédié au certificat PCN. Le certificat PCN est un certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, qui est un certificat d'études préparatoires à un enseignement scientifique supérieur. Laboratoire qui sera dirigé par Marie, qui devient de ce fait la première femme directrice d'un laboratoire universitaire. Elle le dirigera jusqu'à sa mort en 1934 et y accueillera des femmes sans aucune forme de discrimination. Ni positive, ni pas positive, ni rien. En 1906, le 19 avril, Pierre est renversé par une voiture à cheval et décède des suites de cet accident. Le 1er mai 1906, Marie est nommée première femme professeure à la Sorbonne, en remplacement de son mari, et donnera son premier cours magistral le 5 novembre. Il y a d'ailleurs une plaque à l'entrée de l'amphithéâtre Lefebvre qui commémore cet événement. Comme c'est la première fois que c'est une femme, et qu'en plus elle a un prix Nobel, eh ben, il y a du monde dans la salle, et notamment il y a des journalistes, et parmi ces journalistes, un journaliste du journal Le Journal, et je ne peux pas résister à l'envie de vous citer ce qu'il a écrit. Une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Voilà, voilà. En 1910, il y a plusieurs choses qui vont se passer d'importance, on va dire, inégale. Déjà, Marie parvient à isoler 1 gramme de radium pur sous forme de métal. Et elle publie son traité de la radioactivité. Par ailleurs, à l'époque, la France est encore secouée par l'affaire Dreyfus, et Marie Curie fait partie d'un cercle de scientifiques dreyfusards, ce qui va non seulement déjà d'une part lui coûter vraisemblablement sa place à l'Académie des sciences. Alors juste pour la forme là, parce que c'est peut-être pas clair tel que je le dis, elle n'était pas membre de l'Académie des sciences. Mais elle avait postulé. Mais on lui a préféré quelqu'un d'autre. Un homme déjà, mais surtout un homme bien conservateur. Donc il a sa place à l'Académie des sciences, mais également qui va pousser la droite nationaliste à révéler un scandale la concernant. En 1910, Marie entame une liaison avec Paul Langevin, celui des jumeaux de Langevin. Et encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre vous regardez les vidéos, dans quel ordre les vidéos sortent, etc. Mais voilà, dans les vidéos de cette année, il y a une vidéo sur Paul Langevin. Paul Langevin qui est alors en instance de divorce. Donc juste je résume. Marie Curie est veuve depuis plus de 4 ans. Paul Langevin est marié mais en instance de divorce. Par ailleurs, dans les milieux autorisés, on commence de plus en plus à prononcer régulièrement le nom de Marie Curie pour le prochain prix Nobel de chimie. Et pour certains, ça commence à faire beaucoup. Et donc, voilà ce qui va se passer. Le beau-frère de Paul Langevin, donc le frère de sa femme, vole dans l'appartement Langevin les courriers échangés entre Paul et Marie. Ces lettres sont publiées dans des journaux. Et là, boum, scandale. Juste pour situer, ces lettres sont publiées juste après le premier congrès de Solvay. Congrès de Solvay, auquel non seulement Marie Curie participe, mais est la seule femme à participer. Congrès auquel également Paul Langevin participe. Ainsi que Einstein, Lorentz, Planck, enfin, que des pointures. Et donc on parle de plus en plus de cette polonaise qui vient briser un bon ménage français,
Donc voilà, ça sent pas du tout la xénophobie nationaliste et misogyne à 200 mètres à la ronde. Et à partir de là, la bataille va s'engager sur plusieurs fronts. Vous allez avoir d'une part des gens qui demandent purement et simplement qu'on lui retire son premier prix Nobel. Non, parce que voilà, ça va bien quoi, hein. Voire même qu'on la renvoie en Pologne. Hein. Ah oui, parce que quand il s'agit d'être con, il y en aura toujours un pour aller un peu plus loin que celui d'avant. Hein. Je veux dire, ça c'est, on est ok. Juste qu'on soit clair, hein, le ministre de l'Instruction publique exprime lui-même le souhait que Marie Curie reparte en Pologne. Voilà. Il souhaite qu'elle y aille de son plein gré. Enfin bon, l'esprit est le même. Hein. Paul et Marie, de leur côté, ils nient les faits. Ce qui déjà à l'époque était pas bon, hein, c'était pas un truc à faire. Ouais, je veux dire, ils ont les lettres, hein. Mais surtout, il commence à y avoir énormément de push pour que, à minima, Marie ne reçoive pas ce nouveau prix Nobel de chimie. Notamment, et ça vous allez comprendre pourquoi je suis obligé d'en parler, elle avait, avant le scandale, le soutien d'un Suédois. Soutien qu'elle perdra après le scandale. Ce chimiste suédois, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'en ai parlé sur cette chaîne. C'est le même chimiste suédois qui a fait le nécessaire pour que Mendeleïev n'obtienne jamais de prix Nobel. Et ce chimiste, c'est Svante Arrhenius. Je rappelle, hein, Mendeleïev a été proposé au prix Nobel 9 fois entre 1905 et 1907. Et il ne l'a jamais obtenu. Mendeleïev qui avait violemment critiqué les théories de Arrhenius sur comment le sel se dissout dans l'eau. Et du sel, Arrhenius n'en manquait pas. Ah tiens, et ça me permet aussi de rappeler que, donc voilà, c'est-à-dire que quand il était question que Mendeleïev obtienne un prix Nobel, Marie Curie en avait déjà un. Ça vous permet de repositionner les trucs temporellement parlant. Mais donc voilà, Arrhenius s'oppose à ce que Marie Curie obtienne le prix Nobel de chimie à cause de sa relation avec Paul Langevin. Le rapport avec la chimie, il faudra que quelqu'un me l'explique. Et alors, il faut bien expliquer un truc, c'est qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'internet, tout ça. Mais le tout Paris, le Paris mondain, le petit Paris, comme ça, voilà, tout le monde se connaît et tout se sait. Et le scandale de la liaison Langevin-Curie, c'est vraiment du pain béni pour tous ceux qui ne les aiment pas. Mais pourtant, malgré tout ça, Marie Curie obtient un deuxième prix Nobel le 8 novembre 1911. Le 8 novembre 1911, elle reçoit un télégramme qui lui confirme que c'est bon, ça y est, elle l'a. En reconnaissance des services pour l'avancement de la chimie par la découverte de nouveaux éléments, le radium et le polonium, par l'étude de leur nature et de leurs composés. Le comité Nobel lui fait savoir diplomatiquement que ce serait pas mal si elle venait pas jusqu'à Stockholm pour aller le chercher, parce que sinon ça va jaser et tout. Pas les couilles, elle va à Stockholm rechercher son prix le 10 décembre 1911. À ce moment de l'histoire, Marie Curie est la seule personne, hommes et femmes confondus, hein, à disposer de 2 prix Nobel scientifiques. Et j'ajoute que, encore à ce jour, elle est la seule personne, le seul être humain à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 disciplines scientifiques différentes. Un en physique et un en chimie. Et pour parfaire le truc, en 1911, elle est seule lauréate. Elle ne partage pas son Nobel avec qui que ce soit. Oui, voilà, on va être clair. Marie Curie, elle est un cran au-dessus de tout le monde. Tiens, et puisqu'on en est aux histoires de famille, petite anecdote. Marie a donc une fille qui s'appelle Irène, qui va avoir un prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari Frédéric Joliot-Curie. On est bien d'accord, hein, le mec s'appelle Frédéric Joliot, mais quand il épouse Irène Curie, donc elle s'appelle Irène Joliot-Curie, mais lui aussi, du coup, il s'appelle Frédéric Joliot-Curie. Parce que dans le monde de la chimie, mais également dans le monde des sciences en général, le nom de Curie est un nom qui déchire sa mère par grappe de 12. Ça ne veut strictement rien dire, mais vous avez saisi l'intention. Bref, Irène, la fille de Marie, 1935, prix Nobel de chimie pour la synthèse de nouveaux éléments radioactifs. Synthèse de nouveaux éléments radioactifs. D'ailleurs, Marie a eu une autre fille, hein, Ève, qui n'aura pas de prix Nobel. Mais son mari en aura un. Prix Nobel de la paix pour l'UNICEF. Les Curie. Irène, donc, a participé au comité de vigilance contre le fascisme, comité fondé par Paul Langevin qui par ailleurs a été un de ses maîtres d'études,
Et Irène aura une fille qui s'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène. Qui deviendra une scientifique du nucléaire, parce qu'il y en a qui ont ça dans le sang, manifestement. Et donc là, l'anecdote familiale, dont j'ai déjà parlé, mais je vais en reparler ici, parce que voilà, pourquoi pas. Hélène, donc, au moment où j'écris cet épisode, âgée de 96 ans, a fait des études de chimie. Elle est sortie majeure en 1949 de l'École nationale supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, le SPCI Paris Tech, école dans laquelle Pierre et Marie ont découvert le radium, école dans laquelle Frédéric, son père, a fait ses études, et école dans laquelle elle rencontrera un physicien nucléaire qui deviendra son mari, syndicaliste et membre du Parti communiste, Michel Langevin, le petit-fils de Paul Langevin. Donc, la petite fille de Marie Curie et le petit-fils de Paul Langevin se sont mariés, et donc je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais je peux pas m'empêcher de m'imaginer qu'un jour ils étaient au pieu et qu'ils se sont dit « Est-ce que tu crois que ton papy faisait ça à ma mamie ?» J'ai même pas honte, vous savez. En tout cas, voilà, c'était l'anecdote familiale des Curie. En 1911, on découvre que Marie a une maladie des reins, ce que ces médecins analysent comme étant le résultat de stress et de fatigue causés par l'année qui vient de s'écouler, qui ont dû éprouver Marie. Oui, alors là, pour le coup, on ne peut pas vraiment leur en vouloir de ne pas avoir, à l'époque, compris les effets de la radioactivité sur le corps humain. Sous l'impulsion du directeur de l'Institut Pasteur est créé l'Institut du radium, qui sera par la suite renommé Institut Curie, avec dans l'idée d'utiliser le radium conjointement aux rayons X pour lutter contre le cancer. Puis la Première Guerre mondiale éclate, et donc, globalement, tout s'arrête le temps d'eux, mais Marie s'engage pendant la guerre, notamment pour aider à fabriquer des appareils de radiologie mobile, en utilisant le système de Röntgen monté dans des voitures, ce qui permet d'aller directement sur les champs de bataille pour diagnostiquer les blessés sur place. D'ailleurs, en 1916, elle passe le permis de conduire pour pouvoir aller elle-même sur le terrain. Elle sera d'ailleurs suivie par sa fille Irène, alors âgée de 19 ans. Après la guerre, l'Institut du radium, qui se contentait jusque-là d'enseigner la radiologie, se met enfin à faire ce pourquoi il a été conçu. Et Marie y est assistée par Irène. Mais l'Institut n'a pas d'argent. Sauf que les États-Unis. Aux États-Unis, et alors qu'on commence à penser que le radium est peut-être utile pour lutter contre le cancer, on se dit que c'est sans doute parce que le radium a énormément de vertus pour la santé. Je précise tout de suite que toute ressemblance dans ce que je vais raconter, avec la façon parfois un peu légère que le monde du cosmétique a de s'approprier des découvertes scientifiques auxquelles il ne comprend rien, elle n'est pas du tout fortuite. C'est toujours la même chose. Donc aux USA, on commence à mettre du radium dans des crèmes rajeunissantes, dans des cigarettes, etc. Le bon côté des choses, si j'ose dire, c'est que les USA apprennent à industrialiser l'extraction du radium. Avec les procédés de Pierre et Marie Curie, donc. Donc l'Institut du radium n'a plus un rond, mais grâce à une association de femmes américaines, 100 000 $ sont récoltés en 1921 pour acheter 1 gramme de radium à l'usine de radium à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Bon, la fin, malheureusement, on la connaît. À partir des années 20, sa santé va se dégrader progressivement, donc de plus en plus, voilà. Puis Marie commence à se dire peut-être que ces matériaux qui rayonnent en permanence et auxquels j'ai été exposé la plus grande partie de ma vie ont quelque chose à voir avec cela. Elle finit par développer une leucémie et décède le 4 juillet 1934. Voilà, et pour la petite histoire, Pierre et Marie Curie ont refusé la Légion d'honneur parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Même si Marie l'aurait accepté après la guerre pour son comportement pendant la guerre, puisqu'elle a participé à l'effort de guerre avec ses machines de radiologie mobile, etc. Et elle repose aujourd'hui avec son mari au Panthéon, et c'est bien normal. D'ailleurs, son entrée au Panthéon a été effectuée sous la présidence Mitterrand en 1995 et en présence du président polonais d'alors, Lech Walesa. Alors on m'a parlé d'un truc et j'ai vérifié depuis, et c'est vrai, voilà. Pour éviter tout risque d'irradiation résiduelle, le cercueil de Marie Curie contient une couche de plomb entre 2 épaisseurs de bois. Ah, et il y a un biopic qui est sorti en 2019 sur sa vie avec Rosamund Pike qui joue le rôle de Marie Curie. Je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut. Il y a aussi les palmes de Monsieur Schulz. Voilà. De mémoire, c'était pas mal. Voilà, je pense pas avoir véritablement appris quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux dire, son histoire est largement connue, reconnue et fait partie du patrimoine. Pour ceux qui se rappellent des francs, avant les euros, Marie Curie était sur les billets de 500 francs. Elle avait remplacé Blaise Pascal. C'est pas rien.
Non seulement c'est une des femmes scientifiques les plus brillantes de l'histoire, non seulement c'est une des femmes les plus brillantes de l'histoire, mais c'est une des personnes les plus brillantes de l'histoire, hommes et femmes confondus. Je veux dire, ce niveau-là, c'est insensé. Et on va être clair immédiatement, hein, je veux dire... Oui, Irène a dû grandir dans l'ombre de ses parents. Mais putain, elle a envoyé du lourd quand même aussi, hein. Bah, vous savez quoi, c'est peut-être ça, la conclusion de cet épisode. Mais parce que l'épisode est fini, voilà. Likez, partagez, abonnez-vous, tout ça, vous savez. Un immense merci à Baptiste de la chaîne Parlons Histoire. Et alors attention, c'est Parlons Histoire, histoire avec un Y. C'est super étrange en fait, je ne sais pas pourquoi, pas écrire normalement, c'est comme si moi j'avais écrit y penser. Baptiste donc de la chaîne YouTube Parlons Histoire, le lien dans la description, c'est une chaîne que je vous conseille, hein, voilà, les vidéos sont excellentes. Et il a manifestement pas le nombre d'abonnés qu'il devrait avoir avec le contenu qu'il propose. Réveillez-vous un peu, putain. Et le hasard du calendrier fait bien les choses, puisqu'il y a quelques jours à peine, il a sorti ce bouquin-là, aux éditions Larousse, qui s'appelle donc « Décrypter les grands enjeux géopolitiques du XXIe siècle ». C'est un beau bouquin, c'est un bouquin illustré. Donc, même pour les teubés d'entre vous, normalement ça va, c'est un beau livre. Donc pour votre culture personnelle, mais aussi pourquoi pas comme cadeau de Noël, de cadeau d'anniversaire, cadeau de... Est-ce que vous dites un cadeau de rupture? Oui, pourquoi pas, hein? Faut innover un peu, hein. Écoute, il faut qu'on parle. Je ne t'aime plus. Tiens. Je sais pas ce que c'était pas écrit ça, hein, mais bon. Bref, merci à Baptiste d'avoir participé à cet épisode. Allez voir sa chaîne, je vous assure. Et puis renseignez-vous sur le bouquin. Je vous assure que ça vaut le coup, voilà. Et voilà. Mais la conclusion de cet épisode, c'est peut-être ça. C'est Marie Curie fait tellement partie du décor qu'on ne prend même plus de temps en temps, quelques minutes pour y penser. Alors, restez curieux. Et si ce que vous allez dire est moins beau que le silence, bah taisez-vous.